Dans une minute, avec le grand professeur de transport. Bonsoir, Lif. Khalifa Diaby vous salue, professeur. Ah d'accord, professeur Diaby, comment vas-tu? Ça fait un bail, tu vas très bien, j'espère. Les cours aussi se passent très bien. Big up à toute la team à ESCOM. Dans un moment, Souleymane Ba vous salue, Souleymane Ba. Bonsoir Gilles, comment vas-tu? Hein? Ouais, le café. Ah oui. Dans une seconde. Un bon? Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Voilà. On va parler de transport maritime international dans un moment avec le spécialiste. Effectivement. Dans un moment, les amis, comme disait l'autre, j'aime les préparatifs de l'Aïbamba. Ah oui. Ah oui. Vous êtes sur le marketing du monde. Très bien. Voilà, la chaîne des spécialistes Et des connaisseurs. et des connaisseurs. Voilà. Voilà, les amis, vous êtes sur la télévision du marketing et de la logistique, spécialement pour ce soir. Effectivement, effectivement. Vous jouez au football? Ah oui, Vous supportez quelle équipe? supporter du Bayern Munich. Ah voilà, heureusement que le Bayern est là. Ah oui, ah oui. Ça tombe bien. Ah oui. Bien, c'est Barcelone, de l'équipe de Marseille. Ancien footballeur aussi. Hein. Ah oui, je le sais. Voilà. Très bien. Bonsoir à vous qui nous suivez. Vous êtes dans les locaux de marketing du monde en compagnie de Khalifa Ababakar Dramé et nous allons parler ce soir de transport maritime internationaux. C'est ça, professeur? Effectivement, transport maritime international. Transport maritime internationaux. On dit souvent que c'est l'instrument de la mondialisation. L'instrument de la mondialisation, à l'ère de la mondialisation. Effectivement. Le transport a un rôle très important, ainsi que le digital. Effectivement. Voilà, et nous allons parler aujourd'hui de transports maritimes internationaux. Comme vous y attendez, certainement, nous allons parler d'armateurs. Effectivement. Nous allons parler d'assurance. Nous allons parler également de chargeurs, je crois bien, avec le professeur. Effectivement. Sans oublier la conteneurisation. Ah oui, c'est important. Très bien. C'est important. On dit même que c'est le conteneur qui a révolutionné les transports. Le conteneur a révolutionné les transports maritimes internationaux. Nous avions déjà fait un live avec le professeur Makege et nous avions abordé un certain nombre de domaines dans la douane, mais également dans les incoterms. Si vous vous rappelez bien de son live, on avait vu plusieurs incoterms, les nouveaux, surtout je me rappelle bien du DAT. Effectivement, deliver a place. Deliver a place et du DAT, Deliver a terminal. du FOB. FOB, qui est le plus ancien. Le plus ancien. La star des incoterms. La star, le Free on Board. On avait également vu FCA. Effectivement, free carrier. Face Free Alongside Ship. Effectivement. Ça c'est mon nom, Free Alongside Ship. Procédure dedans. On avait également vu beaucoup de Effectivement. c'est CIF, Cost Insurance Freight, n'est-ce pas? Au Sénégal, qu'on appelle CAF. CAF, effectivement, co-assurance fret, Ouais. qui est en matière douanière la base taxable. La base taxable. Quand vous importez une marchandise, c'est sur la base de cette valeur que la douane sénégalaise vous taxe vous impute les droits et taxes. La CAF. Effectivement. CAF. Co-assurance fret. Co-assurance frais. On avait également parlé de DDP. Il nous avait dit que DDU n'existe plus.
Oui. Si ma mémoire est bonne. Hein. Mais effectivement. Je me rappelle bien de ce cours. Vous avez parfaitement Je me rappelle bien de ce cours. Le professeur va être très content, M. Bakegé. Effectivement. Le DDU a été supprimé, remplacé par le DDP en 2010. Très bien. Vous savez, il y a la nouvelle version qui arrive. Dans quelques jours. Sûrement vers septembre. Est-ce que vous avez un aperçu de cette version? Cette version, oui, c'est une version. Parce que vous savez, les incoterms que vous avez très bien cités tout à l'heure, le FOB, le CIF et le CFR, souvent c'est des incoterms qu'on utilise dans un transport maritime conventionnel. Dans un transport maritime conventionnel. Le transport maritime conventionnel, c'est le transport concernant des produits en vrac. Exemple le riz, exemple les hydrocarbures, exemple le sucre. D'accord, les produits non conteneurisés. Ces incoterms s'adaptent avec ce genre de transport. Maintenant, la nouvelle version de 2020 va adapter ces incoterms à la conteneurisation. Très bien. Heureusement qu'on ait choisi comme thème le transport maritime international et les transports maritimes internationaux. Avant de démarrer, professeur, nous ne pouvons pas démarrer sans nous rappeler d'un très grand professeur, le professeur Si, que nous avons perdu, qui a consacré toute sa vie à la transmission de son savoir. Je vous laisse. Vous avez parfaitement démarrer l'émission. C'est très remarquable de votre part de nous rappeler ça. Nous profitons de l'occasion pour présenter nos condoléances les plus attristées à toute la famille, sa famille d'abord, mais aussi à toute la famille estudiantine, la famille des professeurs. Pourquoi? Parce que M. Si, en dehors d'être un professeur, c'est un pédagogue, c'est un enseignant, c'est un éducateur, mais aussi c'est un ami pour tout le monde. C'est un ami pour tout, et puis un conseiller aussi. À chaque fois que tu parles de quelqu'un de M. Si, il te dira qu'un jour on s'est encouragé, on a discuté, il m'a beaucoup conseillé. Et moi personnellement, je lui dois tout. Au début, c'est lui qui m'a demandé de venir pour les travaux de synthèse. Ensuite, il m'a amené dans les gares ferroviaires. Il m'a transmis énormément de connaissances, mais surtout en transport ferroviaire. Et je n'oublie pas le BTS Transport. Il fait partie des profs qui ont façonné, qui ont modelé le BTS Transport, mais aussi notre chère matière qu'on appelle OTGM, Organisation des matières et gestion des moyens matériels. Donc il restera jamais dans nos cœurs, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez le plus marqué dans le professeur Si? Dans le professeur Si, déjà son professionnalisme. Mais surtout, parce que vous savez, souvent on a tendance à enseigner aux étudiants le respect des délais. Vous savez qu'au Sénégal, souvent on n'a pas l'habitude de respecter les rendez-vous, les délais. Comme tout à l'heure, on devait commencer à 20h. On va commencer par nous-mêmes. Maintenant, M. Si était très strict en matière de respect des délais. C'est important dans le transport aussi. Effectivement, parce qu'un bon logisticien doit toujours savoir où avoir le meilleur produit, au meilleur prix, mais le livrer aussi dans les meilleurs délais. Là, vous parlez marketing, vous ne parlez pas logistique, professeur. Oui. Marketing et la logistique, c'est l'autre. Oui, c'est ça, c'est l'autre. D'ailleurs, on est là. Effectivement. C'est cela. Effectivement. Souvent, quand je parle des emballages, je traite la partie logistique. Ensuite, je dis aux étudiants, pour la partie conditionnement, habillage commercial, design, je vous renvoie au prof de marketing qui est, vu que c'est un bagage, c'est mon bagage. C'est ça. En tout cas, nous prions pour que le bon Dieu accueille notre père, notre grand frère, notre collègue, M. Al-Sansi, dans son paradis. Amen. Monsieur Dramé, tout à l'heure, en introduisant, vous avez dit que le transport maritime est un instrument de la mondialisation. Pourquoi dites-vous que le transport maritime est un instrument ou bien même l'instrument de la mondialisation? Pourquoi vous le dites? Effectivement. Professeur, vous savez que ce qu'on appelle mondialisation aujourd'hui, ça a commencé avec l'internationalisation des échanges. Ensuite, il y a eu l'internationalisation des échanges, c'est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale en 1940, ce qu'on appelle même l'explosion des échanges. Quand l'économie mondiale a redémarré, les États ont commencé à vendre et à acheter. Plus tard, qu'est-ce qu'on a constaté? Vers les années 70, il y a eu une transnationalisation des échanges. Les économies ont quitté les mains des États pour tomber dans les mains des firmes multinationales. Alors maintenant, cette transnationalisation des échanges-là a duré pratiquement 30 ans, ce qu'on appelle les fameuses 30 glorieuses. Mais arrivé en 1990, il y a eu la chute du mur de Berlin, l'éclatement du bloc soviétique. On est passé d'un monde bipolaire à un monde unipolaire.
Alors, donc il y a eu une extension de l'économie à l'échelle mondiale. Parce que l'économie mondiale était restreinte en Occident, le long du 19e parallèle est à Berlin. Mais quand le mur a chuté, il y a eu de grandes ouvertures de marché vers l'Est. Alors, les pays de l'Ouest ont commencé à implanter des firmes et ils ont commencé à ravitailler, voire même à approvisionner ces nouveaux marchés de l'Est-là. Alors, le transport maritime a été l'instrument qui a permis à ces États-là, ou bien à ces firmes, à ces sociétés, de pouvoir livrer les produits en masse dans tous les coins du globe, et même dans les coins les plus reculés du globe. C'est pourquoi aujourd'hui, en matière de... On ne peut pas parler de commerce international sans évoquer les transports. Et surtout les transports maritimes internationaux, qui occupent aujourd'hui 90% du commerce international. 90% du commerce passe par la mer. Donc vous voyez que donc, en matière de comparaison des modes de transport, il n'y a pas faute. Le maritime occupe la plus grande part. Ensuite, il y a les autres modes de transport. Parlez-nous des autres modes de transport. Oui, le routier, le ferroviaire, le fluvial, l'aérien. Le transport aérien et surtout... Je me rappelle bien, M. Batgui m'avait dit que le routier et le ferroviaire avaient un nom que moi je... Oui, le routier et le ferroviaire, le fluvial forment les transporteurs. Voilà, je me rappelle bien. Forment les transporteurs. Je ne suis pas comme les nouveaux étudiants. Vous avez parfaitement raison, professeur. Là, on parle de transport terrestre. Oui, transport terrestre, d'accord. Donc, le transport aérien est surtout beaucoup plus axé sur le transport des passagers. Vous savez que l'avion n'a pas une capacité de charge trop importante. Le plus gros avion civil de l'histoire, qui est l'Airbus A380, sa version freighted ne peut transporter que 150 tonnes de fret. Alors qu'on va devoir transporter. Alors que les navires super pétroliers de dernière génération sont capables de transporter jusqu'à 550 000 tonnes de pétrole brut. Alors que l'Airbus 150 tonnes. C'est pourquoi on dit que le transport maritime est 400 fois plus important. 400 fois plus, j'allais dire 500 fois plus important en matière de charge. En matière de charge, il y a seul le transport ferroviaire qui est capable de concurrencer le maritime. Parce que le transport ferroviaire aussi, c'est un transport de masse. C'est pourquoi quand vous entrez dans les ports, vous voyez que le rail arrive jusqu'au niveau des quais pour assurer la multimodalité du transport. On décharge du bateau, on charge sur les navires, sur les wagons pour acheminer vers l'intérieur des terres. Effectivement. Et au Sénégal, comment se comporte le transport ferroviaire? Le transport ferroviaire est à l'arrêt. Pourquoi? Parce que vous savez que depuis 2003, les États du Sénégal et du Mali, vous savez que le chemin de fer est un chemin de fer commun avec ces deux pays. Donc ces deux pays, c'était la fédération du Mali. On a obtenu l'indépendance ensemble. Donc les Blancs avaient construit le fameux Dakar-Niger en 1885. Mais après, lorsqu'il y a eu éclatement de la fédération avec les indépendances, on ne pouvait pas éclater le chemin de fer naturellement. Les États du Sénégal et du Mali ont négocié une convention qu'on a appelée la convention bilatérale Dakar-Bamako, qui a été signée le 8 juin 1963 et qui réglemente jusqu'au moment où l'on parle l'axe ferroviaire Dakar-Bamako sur 1230 km. Alors, en octobre 2003, les États du Sénégal et du Mali avaient décidé de donner en concession le chemin de fer à une société qu'on appelle Transrail. C'est Transrail qui assure le transport ferroviaire de personnes et de marchandises jusqu'en juin 2016. Jusqu'en juin 2016, Transrail existait. D'accord. Maintenant, le Sénégal et le Mali avaient décidé de casser le contrat. Pourquoi? Parce qu'il y avait énormément de difficultés dans cet axe ferroviaire. Ils ont relancé l'appel d'offres. On a créé une nouvelle société du nom de DBF, Dakar Bamako Ferroviaire, mais qui est en train de prouver ses marques pour le moment. Il n'y a que la cimenterie Dangote qui a quelques wagons, quelques locomotives lui permettant de transporter son ciment. Ce qui explique d'où à où de ces usines qui se trouvent à Pout jusqu'à Bamako. Et parfois même dans des localités comme Koungheul, dans certaines localités où le chemin de fer existe toujours. Parce que souvent, parce que le transport maritime et le transport ferroviaire sont intimement liés. Souvent, quand on parle de transport maritime, on a tendance à regarder uniquement vers la mer. Alors qu'un port, c'est une jonction de plusieurs modes. Il y a la partie maritime, mais aussi il y a la partie terrestre, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Il faut que le port puisse assurer ce qu'on appelle la circulation de la marchandise, la continuité du transport, bien sûr. Parce qu'en l'absence d'un transport ferroviaire efficace, c'est les camions qui doivent prendre le relais. Alors que le transport routier a une capacité de charge très limitée. Bien vrai que c'est un mode qui peut permettre d'assurer le service du porte à porte. Seul le routier peut prendre une marchandise,
aux Almadies et acheminer ça directement dans les usines d'un acheteur à Abidjan. Oui, c'est ça. Maintenant, le routier a une charge quand même très limitée, bien sûr. Pour le transport fluvial aussi, c'est un mode de transport aussi de masse, comme le maritime. Et même dans certaines zones du monde, on parle même d'un transport fluvio-maritime. La jonction du fleuve et de la mer. Oui, ça existe, oui. Donc c'était juste... Je n'oublie pas aussi, parce que je pense que aussi nos téléspectateurs, les étudiants, doivent aussi savoir qu'il existe ce qu'on appelle les transports par conduite. C'est ce qu'on utilise pour le gaz, les pipelines, voilà. Maintenant, le nom peut changer suivant la nature de la marchandise. Pour l'eau, on parle d'aqueduc. Pour le pétrole, on parle d'oléoduc. Et pour le gaz, on parle de gazoduc. À titre d'exemple, au Sénégal, vous savez que depuis qu'il y a eu l'accident, il y a eu un accident à Bel Air dans les années 90. Voilà. Maintenant, depuis lors, l'État du Sénégal a décidé que certains produits dangereux, comme les acides, les dérivés du pétrole, les gaz, tout ça, on les décharge en pleine mer dans un endroit qu'on appelle le Sea Line. Maintenant, il y a un gazoduc qui relie le Sea Line aux installations de la Sarabao. Les navires tankers, que ce soit des pétroliers, des gaziers, des chimiquiers, ils déchargent le produit en pleine mer, on connecte le pipeline pour acheminer le produit dans les installations de la SAR. Et c'est là-bas où se fera la distribution vers l'Ogoumam Diara, Total Gaz, etc., etc. Et dans ce cas-là, le client ne perd pas de la marchandise, il n'y a pas de marchandise qui stagne dans le pipeline. Mais oui, mais vous savez, en matière de droit des transports, il y a ce qu'on appelle les freins en poids et volume. Et souvent, ça se calcule. Mais aussi, il y a toujours une marge qu'on ne doit pas dépasser suivant la quantité déchargée. Il y a toujours une marge qu'on ne doit pas dépasser en matière de frein. Parce que vous savez, certains produits peuvent s'évaporer dans le déchargement, c'est comme le gaz. Oui. Des produits aussi, du vrac, certains produits peuvent perdre en poids ou en volume durant le transport. Les physiciens parlent dépendant de la densité de l'eau de mer. C'est la chaleur même. Voilà. Je rappelle que nous recevons M. Khalifa Ababakar Dramé et nous parlons de transport maritime internationaux. M. Dramé, vous avez dit tout à l'heure que le transport maritime avait des avantages, surtout côté volume. Est-ce qu'il y a d'autres avantages? Est-ce que le transport maritime a d'autres avantages comparativement au transport terrestre et au transport ferroviaire? Oui, au transport terrestre. Au transport ferroviaire, pour résumer. Au transport aérien. Très bien. Oui, le transport maritime, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs avantages. En matière de capacité de charge, aujourd'hui, nous avons des, peut-être qu'on parlera après des navires porte-conteneurs, qui sont qu'on appelle même les stars du transport maritime. Aujourd'hui, des navires sont capables de transporter jusqu'à 21 000 conteneurs. Alors, en dehors de la charge, il y a le prix du transport, qu'on a l'habitude d'appeler le fret maritime. Le fret maritime est fiable, il est beaucoup plus accessible si on doit le comparer aux autres modes de transport. Alors, en dehors de ça, en transport maritime aussi, il y a tout type de navires pour toutes sortes de marchandises. Il y a des navires de type vraquier solide pour le riz, mil, maïs, blé, charbon, phosphate. Il y a des navires pour le vrac liquide qu'on appelle les tankers, pétrole, produits chimiques, gaz. Il y a des navires rouliers pour les véhicules. Il y a des navires conventionnels pour les marchandises en vrac. Il y a les paquebots de croisière pour le transport des passagers. Il y a des navires porte-barges qui transportent des barges fluviales. Il y a les navires dits Roro-mix. Souvent, c'est les navires. Merci beaucoup. Vous êtes dans nos bagages. La technologie du roll-off. Pour le transport non seulement des véhicules, mais aussi on a mixé pour le transport de conteneurs. Parce que ces navires-là, vous savez que le navire, il y a deux parties. Il y a le pont et il y a le câble. Alors, quand on parle de transport emporté, c'est lorsque les marchandises sont chargées sur le pont. Maintenant, les véhicules peuvent être rangés dans le câble. Autre avantage du transport maritime, on peut aussi parler de l'aspect sécurisation de la marchandise. Parce que la marchandise qui voyage dans un conteneur est très sécurisée. Et aussi, vous savez que plus la marchandise est sécurisée, la prime d'assurance va baisser. Parce qu'il y aura moins de dégâts, il y aura moins de risques. Donc vous voyez pas. Vous voyez. Et puis il y aura aussi moins de plaintes, moins de réserves, moins d'avaries. Tout à fait. Etc. Donc il y a plusieurs avantages concernant le transport maritime. À côté aussi, on peut citer
quelques inconvénients. Oui. Peut-être Il y a des inconvénients. Mais effectivement. La lenteur. Oui, effectivement. Vous Par avez rapport- parfaitement raison. C'est lent, oui. Ah oui, très lent même. Un navire porte-conteneur met en moyenne 10, 11 à 12 jours pour faire le port de Marseille et le port de Dakar. Parce que vous savez que le transport maritime, c'est un mode très aléatoire. Le capitaine du navire ne te dira jamais quel jour et quelle heure il va arriver au port de Dakar. Déjà, dans le document, on mettra ETA, Estimate Time of Arrival, jour et heure probable d'arrivée. D'accord. Mais par contre, un transporteur aérien, Lufthansa qui décolle de l'aéroport de Francfort, il te dira exactement à quelle heure il va atterrir à l'aéroport de Yass. C'est vrai. Donc, c'est un transport aléatoire, c'est un transport très lent, mais aussi, le plus important concernant les inconvénients, c'est surtout l'encombrement portuaire. Vous pouvez l'appeler l'embouteillage portuaire, que vous savez. Qu'est-ce que vous appelez? Il y a des bouchons ou quoi? Mais effectivement, parce que si je prends l'exemple des pays du Sud, nos pays, les pays de l'Afrique du Sud du Sahara, nous déjà on a de petits ports. Ouais. Regardez, si je prends l'exemple du complexe portuaire Marseille-Fos-sur-Mer, vous savez que le linéaire de quai fait 70 km. Le linéaire de quai, c'est pratiquement de la Thiès. 70 km. Je prends le complexe portuaire Rotterdam-Europort, premier port européen. Le linéaire de quai fait 40 km. À Dakar, le linéaire de quai n'est pas aussi important. Et puis là, malchance, c'est quoi? On a un port qu'on a construit au cœur de la ville. Ouais. Donc, en un moment, on n'a pas pu faire l'extension du port vers l'intérieur des terres. La seule possibilité, c'était l'extension du port vers la mer. C'est les extensions que vous voyez à côté de Monaco plage, etc. Donc, ce qui explique que parfois certains navires peuvent entrer dans nos eaux territoriales et ne peuvent pas décharger la marchandise. Pourquoi? Parce que les postes à quai, soit sont occupés par d'autres navires, ou bien ces navires ont déchargé, mais les conteneurs n'ont pas pu être évacués des terre-pleins par les camions ou bien par les chemins de fer. Donc, ce qui crée un blocage autour du port. Et ces navires-là, souvent, restent. C'est les navires que vous voyez souvent à l'est de l'île de Gorée. Parfois, vous les voyez, vous vous dites, ces navires-là, qu'est-ce qu'ils font là? Mais ils sont en train de faire du mouillage. Ils sont en rade. Ils attendent l'autorisation de la vigie portuaire pour pouvoir entrer et effectuer leurs opérations commerciales. C'est pourquoi l'armateur, dans la taxation, quand vous voyez les connaissements, les factures frais, tout le temps, on verra port, congestion, surcharge d'encombrement portuaire. Parce que ce manque à gagner là, il va le répercuter au chargeur, au propriétaire de la marchandise. Très bien. Et même dans certains ports, on parle d'émergency pour congestion surcharge. Aujourd'hui, c'est urgence. Il faut qu'on décharge la marchandise. Ah oui. C'est ça, de produits périssables. C'est des produits périssables. Souvent, ces produits-là, on les déclare en douane. Et souvent, ces navires-là, ont une priorité dans leur poste à quai. Parce que vous savez, le terminal des hydrocarbures, c'est une zone aussi un peu spéciale. C'est comme les navires qui transportent les produits halieutiques. Les navires, ce qu'on appelle les tonniers, les sardiniers. Ces navires-là, souvent aussi, vu que la marchandise est très périssable, souvent ils ont un avantage sur leur poste à quai, bien sûr. Oui, en matière de réglementation, on parle également de conflit de loi dans le transport maritime. Oui. Professeur, là, parfois vous entrez dans les termes justes qui dépassent un peu. Les conflits de loi. Effectivement, souvent on parle de conflits de loi dans l'espace et dans le temps. Vous savez que le transport maritime est tellement complexe que même il n'y a pas une réglementation universelle. Parce que nous sommes, vous savez, que le transport maritime aussi a débuté avec les Grecs, les Phéniciens, les Égyptiens. D'accord. Jusqu'au Moyen-Âge, on n'avait pas de texte qui puisse réglementer ce mode de transport. Alors, mais vers le 12e, 16e siècle, les textes sont apparus. On peut citer le Consulat de la mer, le guidon de la mer, les codes de l'Orient. Mais il faut arriver en 1924 pour voir la première convention dans le domaine des transports maritimes qu'on appelle la Convention de Bruxelles. Le document qu'on appelle connaissement a même vu le jour en 1924. Parce que c'est la Convention de Bruxelles qui l'a codifié et qui a montré la manière dont on établit un connaissement. Mais la Convention de Bruxelles, on l'appelle une convention armatoriale. Et dans armatorial, il y a armateur. Donc c'est une convention qui a été signée par les grandes puissances maritimes internationales. Et c'est eux qui ont, si je veux le dire ainsi, taillé sur mesure une convention qui défend leurs intérêts. Et dans cette convention, vous savez ce qu'ils ont prévu? Ils ont prévu 17 causes qui dégagent de responsabilité. S'il y a dommage, s'il y a perte ou bien s'il y a avarie. C'est pourquoi, dans les années 60, quand les pays africains, les pays du Sud, sud-est asiatique, sud-américains, africains, ont accédé à l'indépendance, ils ont dénoncé la Convention de Bruxelles. Et c'est la raison pour laquelle la CONUCET,
conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, a préparé une nouvelle convention qu'on appelle la convention de Hambourg et qui a été signée le 31 mars 1978. Maintenant, depuis son entrée en vigueur, déjà c'est cette convention que le Sénégal a ratifiée, mais depuis son entrée en vigueur en 1992, on assiste à une guerre juridique et sans merci entre Bruxellois et Hambourgeois. Et maintenant, pour mettre fin à cette guerre, l'ONU a demandé aux États de se réunir à Rotterdam le 23 septembre 2009 pour signer la convention de Rotterdam, mais qui n'est pas encore entrée en vigueur. Et son objectif, c'est d'unifier les règles du droit maritime international. Très bien, très bien, très bien, très bien. Monsieur Dramé, je crois qu'on ne peut pas parler de transport maritime sans parler de port maritime, de terminaux, de conteneurs, également de plateformes portuaires. Effectivement, parce que les ports jouent un rôle fondamental, bien sûr. Tout à l'heure, j'ai dit que quand on parle souvent d'un port, certains me diront oui, un port doit être doté d'une profondeur optimale. Parce que la profondeur compte beaucoup. Parce que la profondeur permet d'accueillir les navires à fort tirant d'eau. Ce qui est le dragage régulier. Voilà, merci beaucoup professeur. Merci beaucoup. Le dragage, ça c'est le terme du spécialiste, le dragage c'est ça. Consiste à creuser pour obtenir encore des profondeurs. J'ai assisté à un dragage une fois. Effectivement. Alors, donc la profondeur est importante. Les appareils de manutention aussi. Les portiques, les grues, les chariots élévateurs, les fourchettes, les reach takers. Pourquoi? Parce que n'oublions pas que le port c'est un lieu où les navires entrent et sortent pour effectuer des opérations commerciales. Alors, lorsque le navire est hacké pendant trop longtemps, et ça n'arrange pas l'armateur. L'armateur ne veut pas que son navire reste trop longtemps hacké. Parce qu'il n'est pas fonctionnel. Voilà, il n'est pas fonctionnel. Et puis c'est des frais. Ils veulent que leur navire soit en mer. C'est comme des transporteurs aériens. Ils veulent que leurs avions soient à 10 000, 15 000, 25 000 pieds. Ils ne restent pas dans les aéroports. Alors, donc, ce que je disais, la profondeur du port, les appareils de manutention, mais aussi la disponibilité des terre-pleins. Terre-plein, hangars, stockage permettant d'entreposer la marchandise. Aussi, les ports doivent être capables d'assurer ce qu'on appelle, d'offrir ce qu'on appelle des services. Parce que vous savez qu'un navire qui entre dans un port, il a besoin de plusieurs services. Service d'amarrage. L'amarrage, c'est lorsque le navire entre dans le port. Il a besoin d'être, souvent le capitaine a besoin d'être assisté par un pilote. Parce que même il y a un pilote. Le port de Dakar, au port de Dakar, on dit qu'un navire est pilotable lorsque sa jauge atteint 1500 mètres cubes. C'est le volume du navire. Donc ça veut dire que si atteint 1500 mètres cubes, ça veut dire que c'est un gros porteur. Le capitaine doit être automatiquement assisté par un pilote envoyé par le port. Il vient guider le capitaine pour rejoindre son poste à quai. Parfois, le navire, quand il accoste, il a besoin d'être immobilisé à quai, ce qu'on appelle le lamanage. Il y a des marins qu'on appelle des lamaneurs qui viennent immobiliser le navire à quai avec les amarres. C'est ce que les gens là que je vois faire. Voilà, ce qu'on appelle les amarres. Ils viennent attacher, l'immobiliser à quai. Le navire souvent a besoin, parfois le navire peut faire des réparations, il doit aller au chantier d'avant. Voilà. Parfois, le navire a besoin d'être avitaillé. On parle d'avitaillement. Avitaillement, ça veut dire quoi? Ravitaillement. Mais le terme maritime, c'est avitaillement. En quoi? Le capitaine, parfois, il vient à Dakar, il a besoin d'être ravitaillé en eau douce. Parfois en carburant, ce qu'on appelle le soudage. Parfois en vivre. Parce que n'oublions pas que les navires peuvent rester 45 jours en mer, 3 mois en mer. Parfois, ils ont des ruptures de stock au niveau de leur provision de bord, etc. J'espère qu'ils n'ont pas des ruptures de poisson. Je ne pense pas. D'accord. Donc, toujours dans les avantages, dans les avantages de port, mais aussi le plus important, je vais le répéter encore, le plus important pour un port, c'est sa capacité à desserter l'intérieur des terres, ce qu'on appelle l'interland. Un port doit être doté de connexions ferroviaires et de connexions routières vers l'intérieur des terres. Regardez le port de Rotterdam. Pourtant, c'est un port qui se trouve dans un fleuve. C'est-à-dire que dans le double delta de deux fleuves, le Rhin et la Meuse. Et pourtant, c'est le plus grand port d'Europe. Et il est resté pendant quoi? Pendant 30, 40 ans, premier port mondial, avant d'être détrôné aujourd'hui par les ports sud-est asiatiques. La force de Rotterdam, c'est quoi? En plus d'avoir des connexions routières, des connexions ferroviaires vers l'intérieur, mais Rotterdam a aussi 2 connexions fluviales. Et vous savez qu'il y a une jonction du transport maritime et du transport fluvial. Le transport fluvio-maritime. Donc la capacité du port à desservir l'intérieur des terres, c'est extrêmement important. Mais regardez aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate?
des transporteurs maritimes comme Bolloré Africa Logistics s'intéressent de plus en plus aux concessions ferroviaires en Afrique de l'Ouest. Pourquoi? Parce qu'ils veulent assurer ce qu'on appelle la multimodalité du transport. Ils transportent la marchandise par voie maritime, ils déchargent et ils vont acheminer ça vers l'intérieur des terres. Et puis, nous, si je prends l'exemple du Sénégal, Dieu nous a donné une surface marine, une côte de 700 km. On a un port naturel, mais les pays limitrophes, ils n'ont pas de port. Ils sont à l'intérieur des terres. Ils sont obligés de s'approvisionner via les pays proches. Je parle du Burkina, du Mali, du Niger. J'avance un peu dans l'intérieur, il y a la Centrafrique, le Tchad, le Soudan, tout ça c'est des pays de l'interland. Donc ils s'approvisionnent via les ports des pays voisins. D'où l'importance du développement du transport ferroviaire. Effectivement, du transport. Professeur, on ne peut pas également ne pas parler de façade maritime internationale. Quelles sont les principales façades maritimes internationales? Effectivement. La définition d'abord du mot façade maritime. Oui, la façade maritime c'est juste une concentration de grands ports. C'est-à-dire que tout à l'heure on a dit que le transport maritime est l'instrument de la mondialisation. Oui. Mais il y a des zones dans le monde où quand même l'essentiel du commerce maritime est concentré. C'est ça. Aujourd'hui, personne ne peut parler de marketing international, de commerce international, de logistique internationale ou de transport international sans évoquer l'Asie du Sud-Est. Aujourd'hui, l'Asie du Sud-Est est une illustration parfaite d'une façade maritime. Et c'est la première façade maritime internationale. L'Asie du Sud-Est. L'Asie du Sud-Est. Là-bas, on retrouve le premier port mondial, le port de Shanghai, qui a traité en 2018 près de 40 millions de VP. Le VP, c'est l'équivalent 20 pieds, c'est l'unité de mesure des conteneurs. Un conteneur de 20 pieds vaut 1 EVP, un conteneur de 40 pieds vaut 2 EVP. D'accord. Alors, en dehors de Shanghai, je peux citer encore Singapour, le port de Busan en Corée du Sud, le port de Kaohsiung en Taïwan. Dans le classement des 20 plus grands ports du monde, on va retrouver pratiquement 11 ports chinois. Et les 15 ports sont des ports de l'Asie du Sud-Est. Donc vous voyez que aujourd'hui l'importance du trafic maritime dans ces ports. Shanghai numéro 1 mondial. Depuis 2006, quand on a constaté le surchauffage économique de la Chine. Et aujourd'hui, il y a énormément de ports chinois qui sont en ébullition, si je vais utiliser le terme, qui sont en ébullition. Donc on retiendra que, je n'oublie pas les ports de Ho Chi Minh City au Vietnam, le port de Klang en Malaisie, j'oublie pas les ports de Ningbo Ganzhou aussi en Chine, le port de Shenzhen aussi en Chine. Donc tous ces ports-là sont des ports extrêmement actifs, capables d'accueillir tous les navires en circulation dans le monde, y compris les derniers navires. Et quelle est la place du port de Dakar dans tout ça? J'aurais préféré qu'on termine les façades, après on parlera de Dakar. L'Afrique est un cas particulier. Alors, la première façade, c'est l'Afrique du Sud-Est. C'est l'Asie du Sud-Est. Très bien. L'Asie du Sud-Est. Alors, la deuxième façade, ce qu'on appelle the Northern Range. En France, c'est le rail du Nord. Pourquoi on parle de rail du Nord? C'est un alignement de port sur 400 mètres. 400 km. 400 km de port. 400 km alignement, partant de la mer Baltique à la Manche. Là-bas, on retrouve les plus grands ports européens du Nord. C'est une succession de ports. Succession de ports, voilà. Merci beaucoup. On retrouve le numéro 1 européen, Rotterdam. On retrouve le numéro 2 européen, Anvers. Le numéro 3 européen, Hambourg. On retrouve le premier port France, le port du Havre. J'oublie pas les ports de Felixstowe, le port de Brême, les ports de Oslo, les ports des pays scandinaves. Donc là, on retrouve pratiquement les plus grands ports européens dans son dans sur 700 km. Sur 400 km. 400 km. 400 km. Excellent. Un alignement de plusieurs ports même, partant de la mer Baltique à la Manche. C'est pourquoi on l'appelle le rail du Nord. Northern Range. D'accord. Maintenant, la troisième façade, on descend dans ce qu'on appelle le bassin méditerranéen. Là-bas, on retrouve les plus grands ports d'Europe et du Sud. Du Sud, oui. On citera les ports de Marseille, de Barcelone en Espagne, Algeciras en Espagne, Valence en Espagne, les ports italiens de Gênes, de Messina, de Napoli, le port d'Istanbul qui est très actif. J'oublie pas aussi le port du Pirée en Grèce. Donc là-bas, on retrouve pratiquement les plus grands ports du bassin méditerranéen, bien sûr. Alors, la troisième façade maintenant, on dit souvent les façades américaines. Les façades américaines. Les façades américaines. Parce que tout en Amérique du Nord et du Sud peut-être. Oui, mais c'est-à-dire que si on prend les États-Unis, ils ont 3 façades maritimes. D'accord. Vers l'Atlantique, le Pacifique et le Golfe du Mexique. Très bien. Pour les ports de l'Atlantique,
il y a les ports très actifs du New York, New Jersey, les deux États se partagent le même port. Il y a le port de Boston. Pour les deux pays. Oui, parce que les deux États. Effectivement, parce que vous savez qu'aux États-Unis, entre ces deux États, il y a ce qu'on appelle, ce que les géographes appellent le phénomène du conurbation. Les deux États se sont agrandis quand à un moment ils se sont retrouvés. C'est pourquoi ils partagent le même port. New York / New Jersey. Très bien. Le port de Savannah en Géorgie, le port de Baltimore dans l'état du Maryland, etc. Dans la façade ouest, dans le côté de la partie ouest, partie pacifique, là on retrouve les trois grands ports californiens. Vous savez que la Californie c'est l'état le plus riche. Le port de Los Angeles, le port de Long Beach, le port d'Oakland, sans oublier le port de Portland dans l'état de Washington, le port de Seattle. Donc là c'est les plus grands, c'est les géants du Pacifique. Et enfin, pour en terminer avec les ports américains, les ports du Golfe du Mexique. Là, on retrouve le plus grand port pétrolier américain, le port de Houston Galveston, juste dans l'état du Texas. Les ports de la Louisiane, les ports de la Nouvelle-Orléans, juste sur le delta du Mississippi. Donc là-bas, c'est la 5e façade maritime internationale. Si on peut récapituler, première façade Asie du Sud-Est, deuxième façade Northern Range, troisième façade bassin méditerranéen, quatrième façade les façades américaines. Alors, l'Afrique et l'Amérique du Sud. Ils n'ont pas de façade? Ils n'ont pas, je dirais qu'ils n'ont pas de façade. Je ne dirais pas qu'ils n'ont pas de façade, mais on ne peut pas les appeler des façades vu le volume de trafic. On retiendra quelques ports isolés. Exemple, le port de Santos, dans l'état du São Paulo, au Brésil. Le port de Buenos Aires, en Argentine. On les retiendra parce que c'est des ports très actifs. Mais il n'y a pas un très gros volume de trafic dans ces façades-là. Comparé au port de l'Asie du Sud-Est. Effectivement. En Afrique, si je te dis que dans le classement des 100 plus grands ports mondiaux, on ne retrouvera que 5 ports africains. Ah bon? Et pas n'importe lesquels. Parce que vous savez que quand on dit que l'Afrique ne participe qu'à, peut-être que les profs de marketing ou bien de géographie vont rectifier, on dit souvent que l'Afrique ne participe qu'à 2,5% de l'économie mondiale. On parle des pays de l'Afrique du Sud du Sahara quand même. Parce que l'Afrique du Sud et le Maghreb, là c'est autre chose. Dans les géants africains, on retrouvera les deux grands ports égyptiens. Le port de la ville même s'appelle Port Saïd, qui bénéficie de sa proximité avec le canal de Suez. Il y a aussi le port d'Alexandrie. On retiendra aussi le port de Tanger au Maroc et le port de Durban en Afrique du Sud. Dans le classement des 100 plus grands ports mondiaux, il y a ces 4 ports africains. Et quelle est la place du port autonome de Dakar? Le port autonome de Dakar et le port d'Abidjan. Je peux dire que c'était, je vais le mettre à l'époque, c'était les deux plus grands ports de l'UEMOA. D'accord. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire sont même les deux géants de l'UEMOA. Mais il faut avouer que le port de Dakar a perdu beaucoup de vitesse. Parce que le port de Dakar était une référence en Afrique de l'Ouest. Mais ce qui s'est passé, vous savez que les Ivoiriens ont connu une instabilité politique avec leurs problèmes liés à les élections post-électorales, tout ça. Pas mal de marchandises ne pouvaient pas entrer dans le port d'Abidjan. Pourquoi? Parce qu'il y avait une instabilité politique. Tout à fait. À cette époque-là, le port de Dakar avait bénéficié de très gros volumes de trafic. Mais après, quand les Ivoiriens ont retrouvé leur instabilité, le port d'Abidjan a trouvé sa position dans le temps. Et puis, ils ont eu l'idée de construire des routes, des chemins de fer quittant le port d'Abidjan, reliant Abidjan, Bobo-Dioulasso, Abidjan, Bamako, Abidjan, Ouagadougou, Abidjan, Niamey. Et tous ces pays que je viens de citer sont des pays de l'Interland, non pas de port. Donc, ces pays-là se sont plus approchés de la Côte d'Ivoire que du Sénégal. Pourquoi? Parce que souvent, là, ce qu'on appelle le transit time entre Dakar et Bamako, ça prenait énormément de temps. Donc c'est pourquoi nos autorités locales, nos autorités portuaires, nos autorités maritimes devraient encore faire énormément d'efforts sur l'Interland. Sur l'Interland, c'est extrêmement important. Tout à fait. M. Dramé, je rappelle que nous recevons M. Khalifa Ababakar Dramé et nous parlons de transport maritime international. M. Dramé, on n'a pas parlé d'armateurs, de transport maritime international, ça parlait d'armateurs. Pourquoi on dit que ces armateurs-là sont les stars, je vais dire, du transport maritime international? C'est des stars, c'est des stars. Parce que c'est eux qui ont rendu possible le transport maritime. C'est ça, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est les compagnies de transport, les compagnies d'armement, c'est aujourd'hui eux qui bravent la mer et qui peuvent quand même desservir tous les points du globe. Il y a même aujourd'hui des navires qu'on a créés, qu'on appelle des navires brise-glace, pour créer de nouvelles routes maritimes vers l'Antarctique.
Donc voilà, ces armateurs-là, quand même, ont joué un rôle fondamental dans le développement du transport maritime. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont pu trouver des navires capables de transporter quand même une très grosse quantité de marchandises. Entre autres armateurs, on peut citer les géants danois, Max Lines, numéro 1 du transport maritime international, incontestable, depuis très longtemps. Suivi de la compagnie italo-suisse LSI, Mediterranean Shipping Company. Pourquoi italo-suisse? La Suisse est un pays de Mitterrand. La compagnie appartient à de riches commerçants suisses. Mais ils ont préféré donner l'armement, c'est-à-dire la gestion du navire, aux Italiens. C'est pourquoi on dit nationalité italo-suisse. Suivi de deux compagnies chinoises qui viennent de fusionner. La compagnie China Shipping Lines, Container Lines, et la compagnie Cosco Container Lines. La fusion a donné Cosco Shipping Group. En fusionnant, ils sont devenus troisième mondial. Ils sont devenus les plus forts, ils ont fait la force. Effectivement. Suivi des Français, CMA CGM, compagnie maritime d'affrètement, compagnie générale maritime. Souvent, vous voyez Delmas. Delmas, c'est une filiale de CMA pour les transports depuis et vers l'Afrique. Minimum. Mais les gros navires de CMA, c'est pour l'Asie du Sud-Est ou les États-Unis, bien sûr. Ensuite, les Allemands, à Lloyd, c'est à Hambourg. Ensuite, on peut citer les Taïwanais, Evergreen Lines. Ensuite, il y a les autres, il y a les Grimaldi, il y a les Maritalia, il y a les Boluda, sans oublier Bolloré Africa Logistics. Mais Bolloré Africa Logistics, je ne peux pas le citer parmi les grandes compagnies d'armement. Parce que Bolloré, ses principales activités, c'est pratiquement en Afrique. Vous savez que Bolloré est présent dans 45 pays africains. 45 pays africains. Soit Bolloré contrôle le terminal à conteneur, ou bien Bolloré a un port sec là-bas. On parle de port sec. Lorsque les étudiants ont l'habitude de dire au port il n'y a pas d'eau. Je préfère des plateformes de distribution. Exemple, au Mali, à Corofina, il y a un port sec. Un sec de Corofina pour l'entreposage, pour la distribution. C'est une véritable zone de création de valeur ajoutée, bien sûr. Très bien. Voilà, je vais d'abord remercier ceux qui nous suivent, Chambaké. Chambaké dit que c'est grâce à vous qu'il a aimé les transports. Je crois que vous allez passer au moins pour un live sur le digital. Effectivement. Je vais t'envoyer un message tout de suite. Khalifa Diaby également nous suit. Il dit que le débat est très enrichissant. Salut Khalifa Diaby. Voilà, Modulo, je ne sais pas si c'est le lutteur ou pas. Ndiamoufal nous suit. Diane Bey, Abdou Karim, Diakoumpa, il pose une question sur le marketing. On n'est pas marketing, Karim. Tu gardes la question jusqu'au prochain live. Monsieur Pamnia. Vous connaissez Pamnia de Subtech. 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 Le nom dit quelque chose. D'accord, Easy. Du groupe Easy. Easy, du groupe Easy. Oui. Salut à tout le monde. Oui. Khadija Dem, ça c'est Thiès, tout Thiès est devant l'écran. Effectivement. Babacar Ndoye, Mamadou Lamine Ndao, El Hadji Malick Ba, Mamadou Lamine Ndao. Mamadou Lamine Ndao, apparemment il y a une question. Bonsoir mon professeur de classe exceptionnel, le meilleur dans son domaine, très bien. Mohamed Ndao, membre de la LEA. Amical des logisticiens de l'Institut Afrique. Franchement, c'est ça. Très bien. Ils ont une amicale là-bas? Oui, on a même fait un séminaire sur le droit des transports samedi passé avec M. Ibrahim Diaye que je salue. Très bien. M. Diaye est également dans le domaine. Effectivement. Très bien. Donc merci à tous ceux qui nous suivent. Mamadou Lamine Ndao. Oui, c'est ça, il est dans l'Institut Afrique. Oui. Bon, ici la plus c'est gratuit, c'est pas. Big up à tous les étudiants de l'Institut Afrique, à tous les professeurs. Et big up à Madame Sarr, la directrice. Très bien, prof, je vous laisse faire un peu de communication sur vous. Est-ce que vous avez un cabinet? Est-ce que vous faites de la consultation? Oui, je suis dans le consulting avec M. Diaye. On est dans les séminaires. Il nous arrive même parfois de faire l'international. C'est bien. On a créé Bamako, tout ça. Faire des séminaires sur la logistique internationale, sur les transports internationaux. Excellent. Mais surtout pour certaines compagnies de transport, souvent sur l'offre de transport ou bien parfois sur la gestion de leur parc automobile. Très bien. Voilà. Et quelqu'un qui veut vous contacter, comment il peut faire? Vous avez un site web, vous avez un numéro à donner pour ces gens qui aimeraient profiter de vos services? Bien sûr. Allez-y, c'est gratuit, professeur. Vous pouvez me contacter pour vos services au 77. Le numéro est au commentaire, 77 657 41 96. Voilà le numéro du professeur Dramé. Effectivement. N'hésitez pas.
C'est moi qui me le recommande. Merci beaucoup. Et puis sur WhatsApp, sur Facebook. C'est le même numéro qui. C'est le même numéro qui fonctionne quoi. Voilà, sur Facebook, c'est Zoufou Dramé. Il aime très bien le football. Voilà. Ouais, on a parlé tout à l'heure du troisième armateur mondial. Je crois que vous avez parlé de deux Asiatiques qui se sont. Je ne me rappelle plus du nom. Est-ce que vous pouvez me rappeler un peu? Cosco Container Lines. Cosco Container Lines. Et China Shipping Container Lines. Mais pourquoi cette course vers le gigantisme entre les compagnies? Ok. Oui. Parce que vous savez, tout est motivé par le dynamisme du commerce international. Parce que les États, les partenaires commerciaux importent, exportent beaucoup. Et vous savez que l'éloignement géographique du vendeur et de l'acheteur implique automatiquement une obligation de déplacer la marchandise. Mais le transport maritime, du moins, déplacer la marchandise, mais en masse. Vous savez que si je peux utiliser un convoi ferroviaire pour faire Dakar-Bamako, si je n'ai pas de transporteur ferroviaire, il faut avoir 200 camions. Et là, les prix, le délai, parce que le chemin de fer fait partie des rares modes de transport qui respectent le transit et la durée du voyage. Parce qu'il a sa propre voie. Maintenant, les camions, avec les embouteillages, les péages. Hier, on m'a dit, à Kaolack, les camions sont restés presque 7 heures de temps immobilisés. Parce qu'il y avait un accident sur la route. C'est ce que j'ai vu hier. Je d'éclaircir tout ça. Vous voyez les accidents de la route. Parfois, s'ils doivent passer au poste de pesage, à l'essieu, pour peser les essieux, ils ne doivent pas dépasser le chargé à l'essieu, parce qu'il y a des taxes à payer, etc. Maintenant, ces armateurs-là ont préféré construire des navires encore beaucoup plus gros pour pouvoir transporter plus de marchandises. D'accord? Ce qu'un convoi d'un navire de 5000 EVP va faire, mais un navire de 3000 EVP te fait 18 ports d'Asie du Sud-Est, partant de 18 ports européens. Donc vous voyez que c'est pourquoi... Avec des arrêts? Oui, des escales. Des escales. Voilà. Ça veut dire que les navires qui sont des ranges, vous savez que les armateurs appartiennent à des conférences maritimes. D'accord. Regroupement d'armateurs pour une exploitation commune, d'une manière à planifier les transports. C'est pas le syndicat des transporteurs routiers, etc. Maintenant, ils ont des ranges qu'ils doivent respecter. Par exemple, un navire peut quitter le port de Baltimore aux États-Unis. Il arrive en Europe, il doit toucher 14 ports. Décharger, charger. Il doit partir aux États-Unis. Je vais l'exemple de Delmas. Exemple, Delmas, un de ces navires peut quitter le port de Marseille avec 5000 conteneurs ou bien 7000 conteneurs. Mais quand il vient en Afrique, ce n'est pas uniquement pour venir à Dakar, décharger et repartir, non. Souvent, il a ce qu'on appelle, il doit desservir la range, ce qu'on appelle le range ouest africain. Et souvent, ça part de Nouadhibou à Douala. Mais ça laisse une bonne organisation. Planification. Et les conteneurs, à bord chez les armateurs, il y a un ship planner qui planifie la manière dont on doit arriver les conteneurs avec le système du last minute first out. Le dernier conteneur chargé à Marseille doit être le premier à être déchargé. Maintenant, les ports, c'est Nouadhibou souvent, Dakar, Banjul, Conakry, Freetown, Monrovia, jusqu'à Abidjan. San Pedro, Douala. Voilà, souvent. C'est pourquoi les armateurs, en un moment, vous savez, tout le temps, c'est Max Line qui déclenche cette course au gigantisme. Donnez l'exemple. Jusqu'en 2004, le plus gros navire qui pouvait transporter des conteneurs, c'était un navire de type Post-Panamax, qui pouvait transporter que 9200 EVP. Mais entre 2004 et 2005, Max Line est passé à la vitesse supérieure. Ils ont sorti des navires capables de transporter jusqu'à 14 500 conteneurs. Et Max Line, quand il sort des navires, il ne sort pas un ou deux. Max Line te sort 8 navires avec des particularités. Et il te dit, tous ces navires-là, leur nom commence par E. Eleonora Max, Estelle Max, Eugène Max, Evelyn Max. Et le E là, est-ce que c'est un marketing ou bien c'est quoi? Non, le E là, souvent, vous savez que les noms des navires, souvent, c'est les noms de leurs femmes, de leurs enfants, de leurs amis. C'est comme ça, quoi. Exemple, MSI, le porte-conteneur MSI Pamela. Pamela, c'est le nom de la femme de Jean-Louis Aponté, qui est le boss de MSI. Excellent. Vous voyez quoi? Alors, 14 500 EVP. Aujourd'hui, on a atteint 21 400 EVP. Entre 2005 et 2019. C'est pourquoi ces navires-là, ils ne peuvent pas accoster dans nos ports pour 2 raisons. 3 raisons. Ces navires-là déjà ont des tirants d'eau
variant entre 16 et 20 ans. Au port de Dakar, ici, on a un port, notre profondeur maximale fait 13 mètres. C'est un navire qui ne peut pas passer à Dakar. Première raison. La deuxième raison, supposons que le tyran leur permette de passer au port. Mais on n'a pas assez d'appareils de moyenne tension pour décharger 21 000 EVP dans un temps record. Troisième option, supposons que le navire puisse accoster, puisse décharger. Mais on n'a pas assez d'espace pour pouvoir stocker tous ces conteneurs. Et assez de camions ou bien un chemin de fer efficace pour pouvoir desservir l'intérieur des terres. Maintenant, cette course au gigantisme a été déclenchée par Max Line. Les autres ont suivi. La concurrence. LSI a suivi. China Shipping a suivi. Jusqu'à aujourd'hui, la compagnie qui est basée à Hong Kong et qui a même rejoint la fusion, OOCL, Orient Overseas Container Lines, nous a sorti récemment des navires de 21 400 EVP qu'on appelle des navires overpost Panamax. Vous savez que les navires sont classés suivant le lieu géographique qu'ils fréquentent. Par référence au canal, vous savez que le canal de Panama a joué un rôle fondamental dans le transport maritime. Parce que les Américains, pour relier leurs deux façades, qu'on a dit tout à l'heure, exemple, pour quitter New York, aller à Los Angeles, il fallait contourner l'Amérique du Sud par le Cap Horn, vers le détroit de Magellan, remonter le Pacifique, aller en Californie. Ça faisait 22 500 km. Mais quand ils ont eu l'idée de creuser un canal en Amérique centrale, comme le canal de Suez. Voilà, comme Suez. Suez, c'est un raccourci entre la mer Rouge et la Méditerranée. Maintenant, Panama, c'est un raccourci entre l'Atlantique et le Pacifique. De 22 500, ils sont passés à 8 500 km. Très bien. Maintenant, ces navires-là qui peuvent transporter le canal, traverser le canal, on les appelle des navires Panamax. Ceux qui sont venus après, beaucoup plus gros, qui ne pouvaient pas transporter, traverser, on les appelait des navires post-Panamax. Maintenant, les dernières générations, on les appelle les Post-Panamax. Maintenant, il y a d'autres navires pour d'autres lieux. Il y a les Suezmax pour le canal de Suez. Il y a les Baltimax pour la mer Baltique. Il y a les Aframax, il y a des Japanmax, il y a des Malacamax, etc. Malacamax. Voilà, etc. Et tous ces navires-là sont des navires porte-conteneurs? Oui, pour la plupart. C'est-à-dire que les porte-conteneurs, c'est le type le plus utilisé. Le plus utilisé. Parce que peut-être qu'on parlera du conteneur après. Tout à l'heure, vous avez dit, on va même parler du conteneur, tout à l'heure, vous avez dit que le conteneur a révolutionné le transport maritime international. Pourquoi vous le dites? Ok. Monsieur souvent, professeur, souvent, quand j'entre dans le conteneur, vous ne savez pas. J'ai peur qu'on reste là. Je vais t'emporter dans le conteneur, comme disait M. Bakigi. Allez-y, mais effectivement, c'est le terme approprié même. Emporter. Je pense que nos étudiants sont en train d'écouter le professeur Sec. Ah, pour un conteneur, on parle d'emportage et de déportage. D'accord? Oui. Merci beaucoup, professeur. Merci. Alors, le conteneur, vous savez que le conteneur a vu le jour avec Malcolm McLean, un transporteur routier américain. McLean travaille dans... Transporteur routier? Oui, c'est un transporteur routier au départ. Oui, mais je remonte où les lignes. McLean travaille dans une station de service. Il était basé à... Il est né à Maxson, en Caroline du Nord. Il travaille dans une station de service. Mais la remarque qu'il a fait, c'est les chauffeurs de camion passaient plusieurs fois dans la journée pour faire le plan. D'accord. Alors, il leur a posé la question, mais comment ça fait que en 48 heures, vous pouvez faire 3 fois le plan? Il lui a répondu qu'on a des marchandises à livrer dans des ports, dans des destinations lointaines, soit dans des usines ou bien dans des ports. D'accord. Mais quelques années plus tard, avec quelques dollars en poche, McLean a acheté un vieux camion. Lui aussi, il a commencé à faire des opérations de transport. Dans les jargons du transport, on dira que des opérations de pré-acheminement et de post-acheminement. Alors, un jour, McLean transporte les marchandises. Il arrive au port. McLean s'est rendu compte de deux choses. Quand il arrive au port, ça lui prend beaucoup de temps pour décharger toute la marchandise du camion et pour charger toute la marchandise sur le navire. Ce qu'on appelle un transport. À cette rupture, il y avait aussi beaucoup de dégâts lors de la manipulation de la marchandise. Alors, un jour, McLean dit au transporteur maritime, monsieur le capitaine, est-ce que je peux charger directement le camion sur le navire pour éviter la rupture? Le capitaine lui dit non. Le navire n'a pas été conçu pour recevoir des charges roulantes. À l'époque, il n'y avait pas les navires que vous avez cités, les navires roulis. Oui. Alors, vous savez ce que McLean a fait? McLean a décroché la remorque du camion. Il a laissé la tête du camion, le tracteur. Il a décroché la remorque. Il l'a chargé sur le navire. Très bien. De là est né le conteneur. Mais c'est-à-dire que après de l'eau, McLean.
Malcolm McLean. Malcolm McLean. On appelle le père de la conteneurisation. Le père de la conteneurisation. Alors, Edouard est le petit-fils de la conteneurisation sénégalaise. Allez-y. Alors, McLean, le 26 avril 1956, McLean a chargé 58 remorques routières dans un navire cargo du nom de SS IDLX. SS veut dire Steel Ships. D'accord. Ce navire a quitté le port de Newark dans le New Jersey, le port de Houston. Et vous savez, professeur, pour la petite histoire, lorsque le SS IDLX a quitté le port de Newark et qu'il a fait son appareillage, qu'il est parti en mer, le président du syndicat des manutentionnaires du port de New York a prié pour que le navire coule. Pour une seule raison. C'est le métier de manutentionnaire qui était en train de disparaître. Ouais. Parce que les dockers, c'est eux qui jouent ce rôle-là de décharger, de mettre ça en garde, tout ça. Mais avec le conteneur, il faut des appareils, il faut des robots, il faut des portiques. Donc tout sera mécanisé en quelque sorte. Donc voilà. Alors c'est comme ça que l'idée du conteneur est née. Alors, plus tard maintenant, McLean a perfectionné l'idée. Parce que le tracteur, resté au port sans effectuer aucune opération commerciale. C'est une perte. Qu'est-ce que McLean a fait? McLean a dessiné une boîte ressemblant à la remorque, mais sans des roues, d'une forme parallélépipédique, et il l'a appelé The Container. Donc le terme container a vu le jour avec Malcolm McLean. Parce que en 1956. 26 avril 1956. Exactement. Très bien. Alors, vous savez que le terme box, c'est un terme français, anglais et généraliste. Voilà, boîte. Les militaires l'utilisaient lors de la guerre de Corée pour sécuriser leurs armes, leurs munitions. Mais le terme container a vu le jour avec Malcolm McLean. Le 26 avril 1956. 26 avril 1956. Professeur, on va mettre, c'est bon? Vous avez terminé le conteneur? Non, pas encore. Allez-y. Vous êtes là, allez-y. Parce que après, maintenant, il y a eu un problème avec le conteneur. Parce que le conteneur est un nageur de transport multimodal. On peut utiliser avec plusieurs modes de transport. C'est vrai, oui. Donc il fallait standardiser ces dimensions. Parce qu'à l'époque, on avait des 15 pieds, des 20 pieds, des 30, des 35, des 40. Ça pouvait pas continuer. Il fallait standardiser, harmoniser. Oui. C'est en ce moment-là que ISO est arrivé. International Standard Organization. C'est ISO, à travers la norme ISO 1496, qui a codifié les dimensions des conteneurs, laissant essentiellement la place conteneur de 20 pieds et conteneur de 40 pieds. Le 20 pieds est plus petit. Un pied égale 0,348 mètres. Si vous prenez 20, vous le multipliez par ça, vous trouvez environ 6. C'est la longueur max d'un 20 pieds. Si vous le multipliez par 40, vous trouvez 12. C'est la longueur max d'un 40 pieds. Maintenant, après, il y a eu des 40 pieds high cup, un peu plus haut. Aujourd'hui, on voit des conteneurs de 45 pieds encore, d'accord. Ensuite, il y a eu d'autres problèmes, problème de définition. Pour certains, le conteneur est un emballage. Pour d'autres, le conteneur est une marchandise. Pour d'autres, c'est un moyen de transport. Pour d'autres, c'est un moyen de transport. Merci beaucoup, professeur. Et ça va poser problème. Ça va poser problème. Le doyen René Rodier, on appelle le père du droit maritime international, en français, c'est lui qui a résolu le problème. Il a dit le conteneur n'est pas un moyen, mais c'est un engin de transport. Un engin de transport. Un engin de transport. D'accord. Permettant de déplacer des marchandises sans rupture de charge à usage répété, des pièces de coin étant prévues à cet effet. Les pièces de coin, ce sont les 4 coins que vous voyez, qu'on appelle les coins ISO, permettant aux portiques de les accrocher, les grues d'accrocher, de les charger et de les décharger. Ensuite, il y a eu un problème de type de conteneur, parce qu'il y avait énormément de types. Maintenant, après, les spécialistes du transport maritime ont conçu plusieurs types de conteneurs dépendant de la nature de la marchandise. C'est pourquoi on a des conteneurs de type dry, usage général, qui peuvent transporter les produits manufacturés, appareils électroménagers. Ensuite, il y a eu les conteneurs isothermes, qui sont venus d'un thermostat permettant de réguler la température. Des conteneurs reefers, frigorifiques, marchandises périssables. Des conteneurs citernes, on appelle tank container pour le pétrole, le gaz. Des conteneurs plats pour les marchandises encombrantes. Des conteneurs ventilés pour les produits qui ont besoin d'air. Par exemple, le café, la noix de cajou, le cacao, la pomme de terre. Voilà, etc. D'accord. Il y a aussi des conteneurs de type ULD utilisés en transport aérien. On les appelle les ULD.
Par précision, les 20 pieds et les 40 pieds, c'est pour le terrestre et le maritime. En aérien, il y a des conteneurs spécialisés, plus légers. En plus légers, oui, on appelle ULD, United Load Devices. D'accord, très bien. Très bien. Ensuite, toujours dans le conteneur. Donc, je vais bientôt vous dépoter, faites vite là. D'accord. Donc je vais en finir avec le conteneur. Oui. Alors maintenant, l'importance du conteneur, c'est quoi? Le conteneur a permis d'éviter les ruptures de charge. Le conteneur a permis d'éviter, de sécuriser la marchandise durant son transport, durant sa manutention, durant son entreposage, mais aussi durant son stockage. Et ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'assurance, rejoint aussi le conteneur. Ça fait baisser le taux de la prime d'assurance parce que la marchandise est très sécurisée. Très bien. Bien sûr. Maintenant, le seul inconvénient du conteneur, c'est qu'il est secret. Seule la personne qui a emporté la marchandise est capable de te dire exactement ce qu'il y a dedans. Même au fond, on ne peut pas savoir. Le transporteur maritime, il peut que se fier aux documents, liste de colisage que le chargeur lui a fourni. Parce que supposons que vous êtes armateur, je viens vous remettre un conteneur de 40 pieds. Dans le conteneur, il y a 400 caisses. Et dans chaque caisse, il y a 1000 cuillères à café. Mais l'armateur n'a pas les moyens de vérifier l'exactitude des nombres, poids, volume. Il mettra dans le connaissement un conteneur, c'est conteneur. Un conteneur 10 ans. 10 ans conteneur. Le conteneur est secret. Et puis, le trafic des armes, le trafic des stupéfiants, le trafic d'êtres humains, tout passe par le conteneur. C'est ça l'inconvénient. Même les êtres humains. Ah oui, souvent vous voyez, surtout en Europe de l'Est, souvent vous voyez les Hongroises, les Bulgares qui sont souvent vendus en Europe occidentale, dans le Bretagne, France, tout ça. C'est une mafia qui passe par le conteneur. Le trafic de la drogue aussi, le trafic des armes, tout ça passe par le conteneur. C'est pourquoi, dans les ports américains maintenant, depuis les attentats du 11 septembre, scandale 100%. Tout conteneur qui entre aux États-Unis doit être scanné. Très bien. On va marquer une courte pause avant de continuer, professeur. Effectivement, pas de souci. Je vais vous faire de l'eau? Oui. Là. Merci à Diouf, cher Mbacké. J'ai déposé une question, répond à ma question, cher. Est-ce que tu vas venir pour un live sur le digital? Je t'entends, Daoud Edem. Cher Mbacké vous pose une question. Que pensez-vous du renouvellement du parc automobile au Sénégal qui peine à être effectif? Les Tata qui étaient censés remplacer les rapides sont même plus vieux que les cars rapides. Oui. Dramé the best, c'est de la part de Daoud Semben. Merci beaucoup. Merci Sébastien. Samba Ndiaye, son excellence. Aliou dit que c'est très clair, Aliou. Maëba, fier de toi. Nous avons vérifié toutes les questions. On reconnaît la grandeur d'un port ou d'un aéroport à sa position géographique. Ça a été rester beaucoup. Sonia, merci Sonia, merci à vous. Merci. Professeur, une réponse à Cheikh Mbacké? Oui, Cheikh Mbacké qui parle du renouvellement du parc automobile sénégalais. Oui. Là, je vais aller un peu plus loin. Parce que, vous savez, nous savons tous qu'il y a un problème des transports, je dirais même à Dakar. Les Tata étaient censés remplacer les cars rapides et Diagayen. Mais on a un souci. Le souci, c'est quoi? La demande est largement supérieure à l'offre. Ça, c'est la première chose. Dakar, c'est la capitale politique, économique, administrative, tout ce que vous voulez du Sénégal. Vous vous rendez compte qu'à Dakar, on a environ 3000 à 3500 habitants par kilomètre carré. Professeur, vous savez qu'à Tambacounda, on a combien? 25 habitants par kilomètre carré. Donc la population est très inégalement répartie. Sur le territoire national. Tant que nos autorités ne régleront pas le souci de la décentralisation économique vers l'intérieur du pays, on ne réglera jamais le problème des transports à Dakar. D'accord. C'est un problème de demande, demande de transport. Regardez le nombre de bus Tata, le nombre de bus de Dakar Demdik, le nombre de Diagayen, de cars rapides, mais la demande est toujours là. Les gens sont nombreux au niveau des arrêts de bus. Mais voilà. Moi je me dis que il faudra réussir
la décentralisation économique, la décentralisation des activités économiques. Pousser les populations à aller vers l'intérieur des terres, mais aussi vous leur donner quelque chose sous la dent. Les pays les plus avancés d'Afrique, c'est les pays qui ont plusieurs pôles économiques. Certains vont me dire Djamnyadé, d'autres vont me dire Diass. Mais moi je ne suis pas d'accord. Moi je me dis que Diass et Djamnyadé, mais c'est trop proche. Vous vous rendez compte que Diass c'est 45 km de Dakar. Djamnyadé c'est quoi? 21 km, c'est trop proche. Mais regardez les régions de Tambacounda. Mais Tambacounda est proche à la fois du Mali et de la Guinée. Donc un port sec, des entrepôts, des usines de transformation là-bas. Mais vous pouvez générer énormément de recettes et vous pouvez créer beaucoup d'emplois. Ziguinchor, le port de Ziguinchor, oui. Si on arrivait à, draguer le port, obtenir une profondeur optimale, on peut accueillir des navires encore beaucoup plus géants pour l'exportation des produits agricoles, comme la noix de cajou. Oui. Un port à Saint-Louis. Un port à Kaolack. Mais voilà, un port à Kaolack. Déjà, le port de Kaolack est en train d'être dragué. Parce que ce port-là, vous savez que dans les années 90, a joué un rôle fondamental. À l'époque, le Sénégal était premier producteur mondial d'arachide. Aujourd'hui, on est en train de le draguer pour voir ce que ça va donner plus tard. Donc, professeur, pour revenir à votre question, moi je dis que là, le parc automobile est très vétuste. On a dit ce qu'on vient pas. Il faudra renouveler ce parc-là. Mais avant de parler de renouvellement de parc, moi je nous dis qu'on doit d'abord régler le problème de la décentralisation économique. Très bien, très bien. Pour une répartition beaucoup plus équitable des activités économiques. Donc il y aura la circulation des personnes bien marchandises sera beaucoup plus fluide. Tout à fait. J'espère que M. Chambake, on a répondu à votre question. M. Chambake, donc je vous attends pour le live sur le digital. Il est bien en digital, hein, Chambake, je le connais très bien. Il y a une autre question. On reconnaît la grandeur d'un port ou d'un aéroport grâce à sa position géographique et on sait que le port de Dakar et l'AIBD ont une bonne position géographique et aussi les transports occupent la majeure partie de l'économie sénégalaise. Donc comment expliquez-vous le retard du développement du Sénégal? Alors, j'avais pas vu, c'est bon, c'est réglé maintenant, Mohamed Lamine Ndao. Merci. C'est Mohamed Lamine Ndao qui pose. Oui, qui pose cette question, oui. Oui. Il faut le prendre. Bon, il dit qu'on reconnaît la grandeur d'un port ou d'un aéroport grâce à sa position géographique. Il dit que le port de Dakar et l'AIBD ont une bonne position géographique. Et aussi les transports occupent une majeure partie de l'économie sénégalaise. Pourquoi le Sénégal a un retard? Volonté politique. Première réponse. Parce que ce n'est pas uniquement dans le transport, c'est dans tous les secteurs. Je vous dis que si les personnes habilitées, les spécialistes, étaient dans ces domaines, ce serait beaucoup plus facile pour tout le monde. Ça c'est un peu. Deux, un port, un aéroport, sa position géographique, oui, elle est importante. Je vous rejoins, M. Ndao. Elle est importante, la position géographique d'un port, d'un aéroport. Mais Dieu propose, l'homme dispose. Je peux revenir sur l'aéroport Léopold Sédar Senghor, qui est le dernier aéroport touché avant de traverser l'océan Atlantique. Donc en matière de position géographique, on a dit qu'on ne vient pas, très bonne position. Mais cet aéroport-là, en un moment, excusez-moi du terme, était un peu déplacé par les éléments. Pourquoi? Parce que si je prends un exemple, je prends les 10 plus grands aéroports en Afrique. Vous retrouverez l'aéroport Tunis-Carthage, l'aéroport du Caire, l'aéroport Mohamed V Casablanca. Ça, c'est le nord. Vous allez à l'est, l'aéroport du Bôle, ex-King Haile Selassie, à Addis Abeba. Voilà. L'aéroport Jomo Kenyatta à Nairobi, ça c'est l'est. Vous allez au sud, il y a les aéroports du Cap, l'aéroport Oliver Reginald Tambo, qui est le premier aéroport africain à Johannesburg. Mais ça veut dire que là, il y a un losange qui se dessine. Mais le losange ne va pas se fermer. Parce que Dakar était dans, si je veux le dire, dans les 20, 21, 21e position en Afrique. Qu'est-ce qui l'explique? C'est parce qu'on n'avait pas une compagnie aérienne digne de son nom. À l'époque. Non, vous vous rendez compte que nos droits de trafic, ça, vous le savez tous, nos droits de trafic, on les avait vendus à Air France, à Royal Air Maroc et à l'autre compagnie française, la compagnie Corsair. D'accord. Donc, vous voyez, ce n'est pas uniquement la position géographique qui l'explique. Aujourd'hui, on est à Diass, on est toujours dans l'ouest africain, mais vous savez que Diass est un peu plus dans l'intérieur des terres.
Maintenant, que ce soit la position, la façade exceptionnelle, ou bien un peu à l'intérieur des terres, il faudra toujours donner ces infrastructures aux spécialistes. On a très bien fait de construire un aéroport d'un coût de plusieurs milliards. On a bien fait de créer une nouvelle compagnie aérienne Air Sénégal SA. Maintenant, il faudrait assurer la pérennité de cette compagnie aérienne. Grâce à une bonne gestion. Voilà, très bonne gestion. Très bonne gestion. Oui, M. Dramé, vous avez donné les avantages du transport maritime par rapport aux autres transports. Et si on comparait les coûts, le coût du transport par rapport au transport aérien, au transport terrestre? Effectivement. Déjà, il y a cette comparaison naturelle qui arrive tout le temps entre le maritime et l'aérien. C'est deux modes qu'on compare tout le temps. Parce que les avantages du maritime sont les inconvénients de l'aérien et vice-versa. Oui, d'accord. Alors, en termes de coût, ce qu'on a l'habitude d'appeler le fret maritime. Le fret maritime est très fiable. Vous savez que le fret aérien fait 4 à 5 fois le fret maritime. Cher. Très cher. Le fret aérien, et ça, ce sont des inconvénients majeurs. Extrêmement cher le fret aérien. Très cher. D'accord. C'est pourquoi, en aérien, on ne peut pas transporter des marchandises. Du moins, un logisticien ne va jamais transporter des marchandises qui ont une faible valeur ajoutée. D'accord. Parce que le fret aérien, quand même, aura des répercussions sur le coût de revient de la marchandise sur le marché intérieur. Par contre, en matière de transport maritime, les coûts sont fiables, sont accessibles. Par exemple, un conteneur de VP aujourd'hui, transporté entre le port de Marseille, ou bien le Havre, ou bien Dunkerque, coûtera, je n'ai pas exactement les derniers tarifs de CMA, mais les publications du 1er juin, des tarifs, tournent aux alentours de 1800 USD. De l'ordre américain. Le 40 pieds tourne aux alentours de 2500 USD. D'accord? Maintenant, si vous deviez transporter la marchandise, même quantité beaucoup plus petite, entre le port de Marseille et le port de Dakar, vous retrouvez avec 4 à 5 fois plus, un prix beaucoup plus important. Donc le transport maritime est de loin moins cher, 4 fois moins cher. Moins cher. Que le transport aérien. Quand vous avez parlé de pays de l'Interland, pouvez-vous sur le concept de pays de l'Interland? Le Mali est un pays de l'Interland? Oui, bien sûr. Ce sont les pays qui n'ont pas de port. Qui n'ont pas de port. Très bien. Qui n'ont pas de façade maritime. Qui n'ont pas de façade maritime. Pas de façade maritime. Oui. Je préfère la notion de qui n'ont pas de façade maritime parce que. Le port sec. Le port sec, voilà. Parfois, mes chers étudiants, pour vous dire que oui, mais au Mali, il n'y a pas d'eau. Voilà. Ces pays-là, donc souvent, ils font le tout pour trouver des moyens pour s'approvisionner via les pays limitrophes. Pourquoi? Parce que l'avion, avec sa charge limitée, avec son fret très cher, ne peut pas régler ce problème. D'accord. Donc, si vous allez, exemple, en Europe, des pays comme la Suisse s'approvisionnent via les ports allemands, via les ports italiens. Voilà. Et même, professeur, si vous vous rappelez, la cause immédiate de la Première Guerre mondiale, c'est un problème maritime. Adolf Hitler s'est réveillé le bon matin pour dire nous, on est limité à l'ouest par la Belgique, Hollande, Luxembourg, France. Au sud, il y a l'Italie et la Suisse. À l'est, il y a l'ancienne Tchécoslovaquie et l'Autriche, la Hongrie, la Pologne. Il dit que nous, on n'a qu'une façade, c'est vers le nord. Il s'est réveillé le bon matin pour demander aux Polonais de nous libérer le couloir de Danzig qui lui donne accès à la mer Baltique. Les Polonais refusent, alors, le 1er septembre 1939, il les a envahis. Et puis, vous savez, l'espace maritime a toujours fait l'objet de pas mal de convoitises. En 1989, le Sénégal et la Mauritanie. Tension, espace fluvial. Le Nigeria, le Cameroun, l'île de Bakassi. L'Éthiopie et l'Érythrée, espace maritime. La Grande-Bretagne et l'Argentine, la guerre des Malvines. Donc l'espace maritime a toujours fait l'objet de pas mal de convoitises. Oui. Maintenant, vous savez que maintenant les États sont séparés par, du moins, les deux États peuvent se retrouver avec des ressources se trouvant à cheval dans leur espace maritime. Le Sénégal et la Mauritanie. Sénégal, Mauritanie, vous avez entendu que le gaz, il y a une gestion commune. Sénégal-Gambie. Voilà, Sénégal-Gambie. Vous voyez, souvent c'est des choses qui arrivent. Oui, je me rappelle avec M. Mbaké, on avait parlé de la lettre de voiture. Oui. On avait parlé de la lettre de transport aérien, LTA. Effectivement. Dans le maritime, quels sont les documents qui sont utilisés? Le professeur, vous retenez bien. Je suis votre émission avec Mbaké Gueye, mais ça date, hein. Maintenant, votre mémoire d'éléphant, là, faudra me prêter. Tu étais un bon élève. Il y a ça aussi. Oui, c'est ça, oui. Il y a ça aussi. Il a peut-être le connaissement, excusez-moi. Oui. Le connaissement, allez-y, parlez un peu du connaissement. On ne peut pas parler de transport maritime sans parler de connaissement. Oui. Parce qu'en routier, on vous l'avait dit, il y a la lettre de voiture.
En ferroviaire, nous avons la lettre de voiture internationale. Très bien. En transport aérien, il y a la lettre de transport aérien qu'on appelle LVD. Mais en transport maritime, nous avons le connaissement. En anglais, comment on l'appelle? Bill of Lading. Bill of Lading, yes, très bien. Bill of Lading, à chaque fois que je demande Bill of Lading, il y a un village en Gambie qui ne savait pas que Lading. Ah oui. Dis ça souvent. Bill of Lading. Nous, professionnels, dans le jargon, dans la pratique, on dit BL. BL, d'accord. BL. Le BL, quoi. Ouais. Alors, il y a quelqu'un qui dit BL. Merci Sonia Boukaroum. Sonia Boukaroum. Très bien, Sonia. Ah oui, big up à toute la clique de l'institution Saint-Jean pour passer pas. Très bien. Aux transporteurs comme aux commerçants. Stéphane Thiamé également vous suit. Hein? Stéphanie. Effectivement, Stéphanie. Partagez pour les élèves, partagez pour vos amis qui ne sont pas abonnés à Marketing TV Monde. On y va. Le connaissement, professeur. Alors, le connaissement. BL, Bill of Lading. Oui, Bill of Lading. Nous, on utilise BL en marketing, mais on sait qu'on appelle le bordereau de livraison. D'accord. BL en marketing, le plus souvent, c'est le bordereau de livraison. Okay. Même nous aussi, on utilise en transport. Très bien. On parle de bordereau de livraison. Très bien, le BL, ok. Alors, le BL, j'ai dit tout à l'heure que le BL a vu le jour avec la Convention de Bruxelles. C'est pourquoi la Convention de Bruxelles, son nom complet, c'est Convention pour l'unification de certaines règles en matière d'établissement de connaissement. Très bien. Alors, le connaissement, c'est le document de base du transport maritime international. On dit que c'est la preuve matérielle. D'accord. C'est le support matériel même du contrat de transport. Le connaissement reprend toutes les informations concernant la marchandise. Sur le connaissement, il y a trois parties. La première partie, c'est les informations concernant l'armateur. Le nom de l'armateur, l'adresse de l'armateur, le nom du chargeur, l'adresse du destinataire et l'ayant droit. Je préfère même le mot ayant droit que destinataire. La personne habilitée à prendre livraison de la marchandise. Très bien. Ensuite, si la marchandise est conteneurisée, numéro du conteneur, etc. Très bien. En bas, nous avons les informations concernant navire et port. Navire et port. Port of loading, port of discharge. D'accord. Port of transshipment au cas où. Port de chargement, port de déchargement et port de transbordement. D'accord. Ensuite, on met le nom du navire et le numéro du navire. Très bien. Vous savez que le navire. Donc les navires ont des numéros internationaux. Oui, juste une petite parenthèse. Vous savez que, professeur, vous savez que un navire, c'est comme vous et moi. Un navire, c'est comme un être humain. Ils ont une pièce d'identité. Il naît, il vit, il meurt. Excellence. Le cycle de vie. Le cycle de vie. Excellent. Le navire naît le jour où l'OMI lui donne un certificat de navigabilité. Et il a un numéro d'identification. Unique. IMO Lloyd's Number. IMO International Maritime Organization. Lloyd's, c'est le document où sont codifiés tous les navires de commerce en circulation dans le monde. Un navire a une nationalité qu'on appelle pavillon. Maintenant, dans les jargons, on dit bateau Aline Sitoé Diatta, battant pavillon sénégalais. Port d'attache, Dakar. Le port d'attache, c'est le domicile du navire. C'est le port où le navire a été immatriculé. D'accord. Au bout de 60 ans, le navire mort. Donc le navire ne peut pas dépasser 60 ans. On lui retire son certificat de navigation, on l'amène dans un chantier naval, on le démantèle. Et on récupère ce qui est récupérable. D'accord. Je salue au passage le commandant Abdoulaye Sarr, mais le capitaine Abdoulaye Sarr du bateau Aline Sitoé Diatta. Vous connaissez M. Sarr? J'ai souvent entendu ça. C'est mon ami. Ah oui. Je voulais même qu'on fasse de l'émission sur un bateau, mais je voulais te faire la surprise. Effectivement. Mais je me suis dit la nuit, est-ce qu'on aura assez d'éclairage? J'ai un peu hésité. Ouais. Je voulais même qu'on le fasse sur le pourtant, le port, il y a des activités. Il y a des activités. Exemple, je voulais le faire là-bas, mais vous savez, moi j'aime les surprises, j'aime les découvertes. Mais peut-être la prochaine fois, on le fera au niveau du port, au niveau de l'aéroport. Parce qu'on parlera de transport aérien, on pourra le faire à l'aéroport international. Il n'y a aucun souci. De Dakar. Toujours disponible pour Marketing TV Monde. Très bien, merci professeur. Les étudiants, les professionnels, il faudra suivre cette chaîne. Voilà, pourquoi? Parce que vous apprenez beaucoup, vous apprenez énormément. Et là, c'est une affaire de professionnel. Sans payer aussi, hein? C'est gratuit. C'est gratuit aussi. Oui. Donc voilà. On va revenir professeur sur le calcul du frais. Combien vous êtes? On était sur le connaissement. On avait ouvert une parenthèse sur le navire. Maintenant, après la dernière partie du connaissement, c'est les informations concernant la marchandise. D'accord. C'est là où on mettra le nombre de conteneurs. Et on reprend la liste de connaissances. La liste de connaissances, il y a quelque chose. Voilà. Mais là, juste pour être bref, on mettra le nombre de conteneurs et le nombre de colis se trouvant dans chaque conteneur. On met le poids, peut-être la dimension, bien le volume unitaire. Maintenant, en bas, on verra la législation. Texte applicable en cas de dommage ou bien dans le verso même du connaissement. Maintenant, en dehors de ça, il y a d'autres documents maritimes. Pour le connaissement, vous savez que rien que le connaissement pourrait faire l'objet d'une émission. C'est ça. Ah oui, maintenant, il y a les types de connaissement. Mais maintenant, ce qui fait la particularité du connaissement, c'est le seul document de transport qui est négociable. La personne qui détient l'original du connaissement est en même temps propriétaire de la marchandise.
il peut le transmettre par endossement. Comme un chèque. Comme un chèque, merci beaucoup, comme un chèque. C'est pourquoi on dit que le connaissement est négociable, mais à condition qu'il soit clean. L'armateur, lorsqu'il reçoit votre marchandise, lorsqu'il vous délivre un connaissement, il doit vous délivrer un connaissement clean. Clean, ça veut dire quoi? Connaissement, il n'y a pas de réserve. L'armateur n'a aucune contestation sur votre marchandise. Et s'il a des contestations, on mettra BL2 surchargé. Surchargé. Ouais. Parce que dans le contexte du crédit documentaire, parce que c'est vos bagages, le crédit. Là où on peut transmettre la marchandise à une banque, à l'ordre d'une banque. Et les banques aiment les connaissements clés. D'accord, très bien. Très bien. On va revenir sur le calcul du fret, comment ça se fait? Oui, le calcul du fret maritime. Vous savez, en matière de transport maritime, la plupart des expéditions se font sous affrètement. L'affrètement, ça veut dire la location du navire. D'accord. Maintenant, l'affrètement maritime est un peu différent. Peut-être qu'on y reviendra. On est sur l'affrètement vite. Parce qu'on a fait 1h30 de live. Ah oui, c'est déjà 1h30. Ah oui, je vous ai dit que je parle beaucoup, surtout quand il s'agit de maritime. Parce que Platon disait, il y a 3 sortes d'individus. Il y a les morts, il y a les vivants, et il y a ceux qui vont à la mer. Moi, je ne parle pas de ceux qui vont à la mer. On y va, l'affrètement vite. L'affrètement porte sur la location du navire. Maintenant, certains produits, exemple, les hydrocarbures, souvent ça fait l'objet d'affrètement. Exemple, quand la SAR s'approvisionne en pétrole, ou bien en gaz, ou bien Total s'approvisionne, souvent ils vont demander à ce que l'on mette un navire entièrement à leur disposition pour éviter les ruptures de charge trop longues et les transbordements. Donc souvent c'est les matières premières, souvent c'est les vracs, absolument. Mais quand il s'agit de porte-conteneurs, souvent c'est des contrats de transport. Et dans le contrat de transport, maintenant, les armateurs fixent des tarifs. Maintenant, le tarif le plus utilisé, c'est ce qu'on appelle le tarif box rate. En français, tarification à la boîte. Le conteneur est taxé suivant le 20 pieds, suivant qu'on ait un 20 pieds ou bien qu'on ait un 40 pieds. L'armateur va te donner un forfait box rate. C'est pourquoi tout à l'heure, le terme que vous avez utilisé, emportage, l'expéditeur, le logisticien, il a intérêt à optimiser l'espace du conteneur. Pour ne pas perdre l'espace. Voilà, pour ne pas perdre l'espace. Pour utiliser le moins de conteneurs possible. Parce que le forfait box rate est un peu cher. L'autre système de tarification, c'est ce qu'on appelle l'unité payante. L'unité payante, c'est lorsque l'armateur te taxe suivant ton poids ou bien ton volume supérieur. Parce que vous savez qu'il y a des règles d'équivalence dans chaque mode de transport. En maritime, la règle est de 1 tonne égale à 1 mètre cube à la matière du navire. Donc on calcule le poids, on calcule le volume. Le plus élevé, on va le revenir. Maintenant, l'armateur va donner un prix à l'unité payante. Il va me dire, exemple, prix UP, Marseille-Dakar, 100 € par UP. Maintenant, on prend le poids ou le volume supérieur, on le multiplie par l'unité payante. Maintenant, après, il y a ce qu'on appelle le frais de base. Maintenant, après, il y a d'autres frais qui viendront, énormément de frais, qui viennent s'ajouter. Il y a les correctifs. Je peux citer les correctifs de permanence. Le colis s'il est trop lourd. Le colis s'il est encombrant. Le colis s'il est long. S'il est dangereux, il y a des surtaxes. Ensuite, il y a les correctifs conjoncturels, dépendant de la fluctuation du prix du baril du pétrole, qu'on appelle le bunker adjustment factor, le BAF. Il y a aussi le currency adjustment factor, qui vient corriger aussi la fluctuation monétaire. Parce que la plupart des armateurs fixent le tarif sur la base du dollar américain, pour corriger cette fluctuation. Il y a aussi les taxes portuaires, les surcharges d'encombrement portuaire, les frais de location conteneur. Professeur, même l'établissement du connaissement, l'armateur va vous taxer ça. Et la taxe COSEC? La taxe COSEC, vous avez rejoint les taxes douanières. Très bien. Le COSEC, 0,4% de la valeur CAF. D'accord. Merci, professeur. Une dernière question, l'arraisonnement de navire. Oui, l'arraisonnement du navire. Vous savez, souvent vous entendez, on parle de shipping. Oui. Le shipping renvoie à tout ce qui touche la navigation maritime. C'est bien. Vous savez que les ports sont des frontières internationales. Les navires n'entrent pas et sortent pas des ports comme ça. Les navires doivent faire l'objet de contrôle et de visite. Maintenant, tout navire qui doit entrer dans un port doit faire l'objet d'une visite. Et c'est ce qu'on appelle l'arraisonnement du navire. Maintenant, il y a des parties qui sont concernées par l'arraisonnement. Il y a les autorités portuaires. Il y a les autorités sanitaires, services d'hygiène. Il y a les autorités douanières, la douane. Et enfin, il y a la police de l'immigration. Quand un navire accoste, le service d'hygiène est le premier organe qui arrive à bord.
Tant que le service d'hygiène n'a pas terminé son boulot, personne ne doit monter à bord. Très bien. Quand vous voyez un navire, il y a souvent plusieurs drapeaux. Vous voyez souvent un drapeau jaune qui flotte. Si quelqu'un va entrer là-bas, le chief officier, le numéro 2 du navire, te dira yellow flag still up. Le drapeau jaune est en vert, puis on va monter. Parce que le service d'hygiène est en train de faire son boulot. Très bien, très bien. Il doit visiter le navire. Est-ce que les provisions de bord ne sont pas périssables? Est-ce que les marins ont respecté le carnet de vaccination? Si tout est OK, ils délivrent un certificat de libre pratique. On peut baisser le drapeau. On dira yellow flag down. Tout le monde peut accepter. La douane viendra voir est-ce que ce qui se trouve dans le connaissement et dans le manifeste est réellement à bord du navire. La police va visiter pour voir est-ce qu'il n'y a pas de clandestin à bord. Il faut demander le crédit de l'équipage. Certificat, du moins les passeports des marins, etc. C'est toute cette partie qu'on appelle l'arraisonnement du navire. Sur la supervision du consignataire du navire. Très bien. Le consignataire, souvent appelé shipping manager, c'est lui qui représente l'armateur au port d'escale. Son rôle est d'écouter au maximum l'escale du navire. Très bien. Très bien. Très bien. Maximum l'escale. J'espère qu'on a fait le tour des questions sur le transport maritime. On a fait presque 1h30 de live. Oui. Le français qu'on était à 20 parce qu'il parle de sa passion, M. Dramé, vous avez compris. Vraiment, nous sommes très heureux de vous avoir accueilli sur le plateau de Marketing TV Monde. Vous êtes ici, chez vous, M. Dramé. Donc revenez quand vous voulez. Si vous avez des collègues qui veulent parler de marketing, de management, ils sont les bienvenus. Effectivement. La porte n'est fermée à personne. C'est la télévision des professeurs de management. Monsieur Dramé, un mot sur Marketing TV Monde. Oui, donc professeur Laïba Bassek, je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et je vous félicite beaucoup aussi pour le boulot énorme que vous êtes en train d'accomplir. Parce que je me dis que ce pays-là, c'est sur la base de l'éducation et de la formation que ce pays-là va se développer. Donc là, je vous félicite. Et aussi, j'ai été très surpris. Parce que les bagages que vous avez en logistique et en transport m'ont beaucoup surpris. Donc là aussi, big up à toi. Et aussi, je suis très ravi et très content. Donc là, je lance un appel au professeur Solène Boula et aussi à la directrice des études de LSUD Afrique, Madame Awa Saleh. Il faudrait que ces personnes-là viennent ici. On va les appeler. Parce que vu leurs expériences, le background, je pense que le monde professionnel... Elles sont les bienvenues. On a besoin d'eux sur le plateau de Marketing du Monde. Oui, elles peuvent venir quand elles veulent. Si elles veulent également, nous pouvons faire des déplacements dans leurs locaux pour faire la promotion peut-être de nos organes. Ça ne nous gêne pas et on le fera gratuitement. Voilà, donc on va écouter à une des transitaires. Il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun souci. Pour faire plaisir à nos amis transitaires. Nos amis transitaires, bien sûr. Donc, juste un merci et un big up, salutations à toutes les personnes qui nous ont suivis. On a pu voir les partages, on a pu voir les commentaires, les questions, les contributions. Donc, nous vous remercions. Et je pense que Marketing TV Monde est juste à ses débuts. Là, on est à 10 000 pieds. Et il faut qu'on atteigne l'altitude de croisière de... Bientôt. Déjà, je vous le dis, l'application mobile de Marketing TV Monde sera disponible demain. Effectivement. Et il y a des gens qui me disent, pourquoi tu ne fais pas de plus? Je lui dis, non, j'essaie comment gérer cette chaîne-là. C'est mon domaine de la communication. Je ne vais pas faire je ne vais pas sponsoriser la page, elle va se développer naturellement. Je veux que se développe naturellement, que toutes les personnes y viennent de façon naturelle. Et je vais le réussir, Inch'Allah Rabbi. Et dès demain, Inch'Allah, vous aurez votre application qui sera disponible pour le moment, c'est Android. Super. Vous allez télécharger, professeur. Naturellement. Très bien. Tout de suite même, des mots retour même. Très bien. En tout cas, merci de nous avoir accordé de votre temps après une journée très chargée. Voilà, merci beaucoup, merci et on garde le contact, revenez quand vous voulez. Vous êtes chez vous, si vous organisez une manifestation, vous êtes les bienvenus, venez, appelez-nous, on va en parler gratuitement. Ici c'est chez vous. En tout cas, merci beaucoup. Merci également à vous qui nous suivez depuis le début de l'émission et nous vous donnons rendez-vous le jeudi prochain. Je vous donne le thème du jeudi. Le thème du jeudi, on va parler de l'importance des couleurs en marketing.
avec un expert qui nous vient de l'ISF Dakar. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Voilà, merci beaucoup. Je vais taire le nom. Vous aurez l'annonce tout à l'heure sur la page Inch'Allah. Merci beaucoup. Et demain peut-être sur l'application mobile. Désormais, tout se fera sur l'application mobile. Vous avez vu qu'il y a des éléments qui manquent de titrage, mais c'est parce qu'on travaille sur l'application mobile et dès demain tout ça, tout va rentrer dans l'ordre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci et on vous remercie beaucoup. Voilà. Merci bien. Ouais.